Monsieur Lecoq, partie 7, chapitre 31. Si l'on jette au milieu d'un lac une lourde pierre, elle produit un jaillissement considérable, et la masse de l'eau est agitée jusque sur les bords. Mais le grand mouvement ne dure qu'une minute. Le remous diminue à mesure que ses cercles s'élargissent. La surface reprend son immobilité, et bientôt nulle trace ne reste de la pierre, enfouie désormais dans les vases du fond. Ainsi il en est des événements qui tombent dans la vie de chaque jour, si énormes qu'ils puissent paraître. Il semble que leur impression durera des années. Folie, le temps se referme au-dessus plus vite que l'eau du lac, et, plus rapidement que la pierre, il glisse dans les abîmes du passé. C'est dire qu'au bout de 15 jours, le crime affreux du cabaret de la Chupin, ce triple meurtre qui avait fait frémir Paris, dont tous les journaux s'étaient émus, était plus oublié qu'un vulgaire assassinat du règne de Charlemagne. Au palais, seulement, à la préfecture et au dépôt, on se souvenait. C'est que les efforts de M. Segmuller, et Dieu sait s'il s'était épargné, n'avaient pas eu un succès meilleur que ceux de Lecoq. Interrogatoires multipliés, confrontations habilement ménagées, questions captieuses, insinuations, menaces, promesses, tout s'était brisé contre cette force invincible, la plus puissante dont l'homme dispose, la force d'inertie. Un même esprit semblait animer la veuve Chupin et Polyte, Toinon la Vertu et Madame Milner, la maîtresse de l'hôtel de Mariembourg. Il ressortait clairement des dépositions que tous ces témoins avaient reçu les confidences du complice et qu'ils obéissaient à la même politique savante. Mais que servait cette certitude ? L'attitude de tous ces gens conjurés pour jouer la justice ne variait pas. Il arrivait parfois que leur regard démentait leur dénégation. On ne cessait de lire dans leurs yeux l'inébranlable résolution de taire la vérité. Il y avait des moments où ce juge, le meilleur des hommes cependant, écrasé par le sentiment de l'insuffisance d'armes purement morales, se prenait à regretter l'arsenal de l'Inquisition. Oui, en présence de ces allégations dont l'impudence arrivait à l'insulte, il comprenait les barbaries des juges du Moyen-Âge, les coins qui brisaient les muscles des patients, les tenailles rougies, la question de l'eau, toutes ces épouvantables tortures qui arrachaient la vérité avec la chair. Le meurtrier, lui aussi, s'était tenu, et même chaque jour il ajoutait à son rôle une perfection nouvelle, pareil à l'homme qui s'habitue à un vêtement étranger où d'abord il s'était trouvé gêné. Son assurance, en présence du juge, grandissait, comme s'il eût été plus sûr de soi, comme s'il eût pu, en dépit de sa séquestration et des rigueurs du secret, acquérir cette certitude que l'instruction n'avait point avancé d'un pas. À un de ces derniers interrogatoires, il avait osé dire, non sans une nuance très saisissable d'ironie, « Me garderez-vous donc encore longtemps au secret, monsieur le juge ? Ne serais-je pas remis en liberté ou envoyé devant la cour d'assises ? Dois-je souffrir longtemps de cette idée qui vous est venue ? Je me demande comment ? Que je suis un gros personnage ? » « Je vous garderai, » avait répondu M. Segmuller, « tant que vous n'aurez pas avoué. »« Avoué quoi ? » ?»« Oh, vous le savez bien. » Cet homme indéchiffrable avait alors haussé les épaules, et de ce ton moitié triste, moitié goguenard, qui lui était habituel, il avait répondu « En ce cas, je ne me vois pas près de sortir de ce cabanon maudit. » C'est en raison de cette conviction, sans doute, qu'il parut prendre ses dispositions pour une détention indéfinie. Il avait obtenu qu'on lui remît une partie des effets contenus dans sa malle, et il avait témoigné une joie d'enfant en rentrant en possession de ses affaires. Grâce à l'argent trouvé sur lui et déposé au greffe, il s'accordait de ces petites douceurs qu'on ne refuse jamais à des prévenus, lesquels, en définitive, quelles que soient les charges qui pèsent sur eux, peuvent être considérés comme innocents tant que le jury n'a pas prononcé. Pour se distraire, il avait demandé, et on lui avait donné, un volume de chansons de Béranger, et il passait ses journées à en apprendre par cœur.
Il les chantait à pleine voix et avec assez de goût. C'était, prétendait-il, un talent qu'il se donnait là, et qui ne manquerait pas de lui servir quand on lui rendrait la clé des champs. Car il ne doutait pas, affirmait-il, de son acquittement. Il s'inquiétait de l'époque du jugement, du résultat, non. S'il était pris de tristesse, c'était quand il parlait de sa profession. Il avait la nostalgie du tréteau. Il pleurait presque en songeant à son costume bariolé de pitre, à son public, à ses boniments accompagnés par les musiques enragées de la foire. Jamais, d'ailleurs, on ne vit détenu plus ouvert, plus communicatif, plus soumis, meilleur enfant. C'est avec un empressement marqué qu'il recherchait toutes les occasions de babiller. Il aimait à raconter sa vie, ses aventures, ses courses vagabondes à travers l'Europe, à la suite de M. Simpson, le montreur de phénomènes. Ayant beaucoup vu, il avait beaucoup retenu, et il possédait un inépuisable fond de bons contes et de saillies triviales qui faisaient se pâmer de rire les surveillants. Et toutes les paroles de ce grand bavard, de même que ses actions les plus indifférentes, étaient marquées d'un tel cachet de naturel que les gens du dépôt ne doutaient plus de la vérité de ses assertions. Plus difficile à convaincre était le directeur. Il avait affirmé que ce soi-disant bonisseur ne pouvait être qu'un dangereux repris de justice, dissimulant des antécédents accablants. Il ne négligea rien pour le prouver. 15 jours durant, May fut soumis tous les matins à l'examen du banc et de l'arrière-banc des agents de la sûreté, réguliers et irréguliers. On le présenta ensuite à une trentaine de forçats renommés pour leur connaissance parfaite de la population des prisons et qui avaient été transférés au dépôt pour cette épreuve. Personne ne le reconnut. Sa photographie avait été envoyée à tous les bagnes, à toutes les maisons centrales. Personne ne se rappela ses traits. À ces circonstances, d'autres vinrent se joindre, qui avaient bien leur importance et qui plaidaient en faveur du prévenu. Le deuxième bureau de la préfecture, qui était celui des sommiers judiciaires, trouva des traces positives de l'existence d'un nommé Tringlot, artiste forain, lequel pouvait fort bien être l'homme de la version de May. Ce Tringlot était mort depuis plusieurs années. En outre, de renseignements pris en Allemagne et en Angleterre, il résultait qu'on y connaissait très bien un sieur Simpson, en grande réputation sur tous les champs de foire. Devant de telles preuves, le directeur se rendit et avoua hautement qu'il s'était trompé. « Le prévenu May, écrivit-il au juge d'instruction, est bien réellement et véritablement ce qu'il prétend être. Les doutes à cet égard ne sont plus possibles. » Ce fut en dernier lieu l'avis de Gévrol. Ainsi, M. Zegmüller et Lecoq restaient seuls de leur opinion. Il est vrai que seuls ils étaient bons juges, puisque seuls ils connaissaient tous les détails d'une instruction demeurée strictement secrète. Mais peu importe, lutter contre tout le monde est toujours pénible, sinon dangereux, eût-on d'ailleurs 1000 et 1000 fois raison. L'affaire May, on lui donnait ce nom, avait transpiré, et si le jeune policier était accablé de quolibets grossiers dès qu'il paraissait à la préfecture, le juge d'instruction n'était pas à l'abri d'amicales ironies. Plus d'un juge, en le rencontrant dans la galerie, lui demandait, le sourire aux lèvres, ce qu'il faisait de son Gaspard Hauser, de son homme au masque de fer, de son mystérieux saltimbanque. De là, chez M. Zegmüller et chez Lecoq, cette exaspération de l'homme qui, ayant la certitude absolue d'une chose, ne peut cependant en démontrer l'exactitude. Ils en perdraient l'appétit l'un et l'autre, ils en maigrissaient, ils en verdissaient. « Mon Dieu, disait parfois le juge, pourquoi d'Escorval est-il tombé ? Sans cette chute maudite, il aurait tous mes soucis. Et à cette heure, je rirais comme les autres. » Et moi qui me croyais fort, murmurait le jeune policier. Mais l'idée ne leur venait point de se rendre. Bien que de tempéraments essentiellement opposés, chacun d'eux, à part soi, s'était juré d'avoir le mot de cette agaçante énigme. C'est alors que Lecoq résolut de renoncer à ses courses au dehors pour se consacrer uniquement à l'étude du prévenu.
Désormais, dit-il à M. Segmuller, je me constitue prisonnier comme lui, et sans qu'il me voie, je ne le perds plus de vue. Chapitre 32. Au-dessus de l'étroite cellule occupée par le prévenu May se trouvait une sorte de soupente ménagée par les architectes pour le service des toitures. Elle était carrelée, mais si basse qu'un homme de taille moyenne ne pouvait s'y tenir debout. Quelques minces rayons filtrant entre les interstices des ardoises l'éclairaient à peine d'un jour douteux. C'est là qu'un beau matin, le coq vint s'établir. C'était l'heure où le détenu faisait, sous la surveillance de 2 gardiens, sa promenade quotidienne. Le jeune policier put donc, sans retard, procéder à ses travaux d'installation. Armé d'un pic dont il s'était muni, il décela 2 ou 3 carreaux et se mit à percer l'intervalle des planchers. Le trou qu'il pratiquait affectait la forme d'un entonnoir. Très large au ras du sol du grenier, il allait se rétrécissant jusqu'à n'avoir plus que 2 centimètres de diamètre à l'endroit où il entamait le plafond de la cellule. La place où débouchait ce trou avait d'ailleurs été choisie à l'avance, si habilement qu'il se confondait avec les lézardes et les taches du crépi, et qu'il était impossible que le prisonnier le distinguât d'en bas. Pendant que travaillait Lecoq, le directeur du dépôt et Gévrol, qui avait tenu à l'accompagner, se tenaient sur le seuil de la soupente et ricanaient. « Ainsi, monsieur Lecoq, disait le directeur, voici désormais votre observatoire. »« Mon Dieu, oui, monsieur. »« Vous n'y serez pas à l'aise. »« J'y serai moins mal que vous ne le croyez. J'ai apporté une grosse couverture. Je l'étendrai à terre et je me coucherai dessus. Si bien que, nuit et jour, vous aurez l'œil à cette ouverture. »« Nuit et jour, oui, monsieur. »« Sans boire ni manger ?» demanda Gévrol. « Pardon, le père Absinthe, que j'ai relevé de son inutile faction à la ruelle de la butte aux cailles, m'apportera mes repas. Il fera mes commissions et, au besoin, me remplacera. » L'envieux général éclata de rire, mais d'un rire évidemment forcé. « Tiens, dit-il, tu me fais pitié. »« Possible. »« Sais-tu à qui tu vas ressembler, l'œil collé à ce trou, épiant le prévenu ? Dites, ne vous gênez pas. Eh bien, tu me fais l'effet d'un de ces vieux nigauds de naturalistes qui mettent toutes sortes de petites bêtes sous verre et qui passent leur vie à les regarder grouiller à travers une grosse loupe. » Lecoq avait parachevé son œuvre. Il se releva. « Jamais comparaison ne fut plus juste, général, prononça-t-il. Vous l'avez deviné. Je dois au souvenir des travaux de ces naturalistes que vous traitez si mal l'idée que je vais mettre à exécution. À force d'étudier une petite bête, comme vous dites, au microscope, ces savants ingénieux et patients finissent par surprendre ses mœurs, ses habitudes, ses instincts. Eh bien, ce qu'ils font pour un insecte, je le ferai, moi, pour un homme. »« Oh oh !» fit le directeur un peu étonné. « C'est ainsi, oui, monsieur. Je veux le secret de ce prévenu. Je l'aurai. Je l'ai juré. Oui, je l'aurai, parce que, si solidement trempé que soit son énergie, il est impossible qu'il n'ait pas un moment de défaillance, et qu'à cette heure, je serai là. Je serai là, si sa volonté le trahit, si se croyant seul, il laisse tomber son masque, s'il s'oublie une seconde, si son sommeil laisse échapper une parole indiscrète, s'il n'a pas tout son sang-froid à son réveil, si le désespoir lui arrache une plainte, un geste, un regard. Je serai là, toujours là. » L'implacable résolution du jeune policier communiquait à sa voix des vibrations si puissantes que le directeur du dépôt en fut remué. Il admit, pour un instant, les présomptions de Lecoq, et son esprit fut saisi de l'étrangeté de cette lutte entre un prévenu s'efforçant de garder le secret de sa personnalité et l'instruction qui s'acharnait à découvrir la vérité. « Par ma foi, mon garçon, dit-il, vous avez un fier courage. »« Eh bien inutile, grogna Gévrol. Il disait cela d'un ton délibéré, l'ombrageux inspecteur, mais au fond, il n'était pas parfaitement rassuré. La foi est contagieuse,
et il se sentait troublé par l'imperturbable assurance de Lecoq. Si pourtant ce conscrit allait avoir raison contre lui, Gévrol, un des oracles de la préfecture, quelle honte et quel ridicule! Une fois de plus, il se jura que ce garçon si remuant ne vieillirait pas dans les cadres du service de la sûreté, et c'est en songeant aux moyens de l'évincer qu'il ajouta « Il faut que la police ait de l'argent de trop pour payer 2 hommes à faire une besogne de fou. » Le jeune policier ne voulut pas relever cette observation blessante. Depuis 15 jours, le général l'agaçait si bien qu'il redoutait, s'il entamait une discussion, de ne pas rester maître de soi. Mieux valait se taire et poursuivre le succès. Réussir, voilà la vengeance qui consterne les envieux. Il lui tardait, d'ailleurs, de voir partir ces importuns. Peut-être croyait-il Gévrol capable d'éveiller, par quelque bruit insolite, l'attention du prisonnier. Enfin, ils partirent. Lecoq se hâta d'étendre sa couverture et se coucha dessus tout de son long, de telle sorte qu'il pouvait appliquer alternativement au trou son œil et son oreille. Dans cette position, il découvrait admirablement la cellule. Il apercevait la porte, le lit, la table, la chaise. Un seul petit espace près de la fenêtre, et la fenêtre elle-même échappait à ses regards. Il terminait à peine sa reconnaissance quand les verrous grincèrent. Le prévenu revenait de sa promenade. Il était très gai et terminait une histoire fort intéressante sans doute, puisque le gardien resta un moment pour en attendre la fin. Le jeune policier fut ravi de l'épreuve. Il entendait aussi bien qu'il voyait. Les sons arrivaient à son oreille aussi distinctement que s'ils y eussent été apportés par un cornet acoustique. Il ne perdit pas un mot du récit, qui était légèrement graveleux. Le surveillant partit, mais fit quelques pas de ci et de là dans sa cellule. Puis il s'assit, ouvrit son volume de Béranger, et pendant 1 heure parut absorbé par l'étude d'une chanson. Finalement, il se jeta sur son lit. Au moment du repas du soir, seulement, il se leva pour manger de bon appétit. Il se remit ensuite à son chansonnier et ne se coucha qu'à l'extinction des feux. Lecoq savait bien que la nuit, ses yeux ne lui serviraient de rien, mais c'est alors qu'il espérait surprendre quelques exclamations révélatrices. Son attente fut trompée, mais se tourna et se retourna douloureusement sur ses matelas. Il geignit par moments. On eût dit qu'il sanglotait, mais il n'articula pas une syllabe. Le prévenu resta couché fort tard le lendemain, mais en entendant sonner l'heure de la pitance du matin, 11 heures, il se leva d'un bond, et après quelques entrechats dans sa cellule, il entonna à pleine voix une vieille chanson. « Diogène, sous ton manteau, libre et content, je ris, je bois, sans gêne. » C'est seulement lorsque les gardiens entrèrent qu'il cessa de chanter. Telle s'était écoulée la journée de la veille, telle s'écoula celle-ci. Celle du lendemain fut pareille, les suivantes furent toutes semblables. Chanter, manger, dormir, soigner ses mains et ses ongles, telle était la vie de ce soi-disant saltimbanque. Son attitude, toujours la même, était celle d'un homme d'un heureux naturel, profondément ennuyé. Telle était la perfection de la comédie soutenue par cet énigmatique personnage que Lecoq, après 6 nuits et 6 jours passés à plat ventre dans son grenier, n'avait rien surpris de décisif. Pourtant, il était loin de désespérer. Il avait observé que tous les matins, à l'heure où la distribution des vivres met en mouvement les employés de la prison, le prévenu ne manquait pas de répéter sa chanson de Diogène. Évidemment, se disait le jeune policier, cette chanson est un signal. Que se passe-t-il alors du côté de cette fenêtre que je ne vois pas ? Je le saurai demain. Le lendemain, en effet, il obtint que Mai serait conduit à la promenade à 10h30, et il entraîna le directeur à la cellule du prisonnier. Le digne fonctionnaire n'était pas content du dérangement. « Que prétendez-vous me montrer ?» répétait-il. « Qu'y a-t-il de si curieux ?»« Peut-être rien, » répondait Lecoq. « Peut-être quelque chose de bien grave. » Et 11 heures sonnant peu après, il entonna la chanson du prévenu. « Diogène, sous ton manteau », il venait d'entamer le second couplet,
quand une boulette de mie de pain de la grosseur d'une balle, adroitement lancée par-dessus la hotte de la fenêtre, vint rouler à ses pieds. La foudre tombant dans la cellule de mai n'eût pas terrifié le directeur autant que cet inoffensif projectile. Il demeura stupide d'étonnement, la bouche béante, les yeux écarquillés, comme s'il eût douté du témoignage de ses sens. Quelle disgrâce! L'instant d'avant, il eût répondu sur sa tête chauve de l'inviolabilité des secrets. Il vit sa prison déshonorée, bafouée, ridiculisée. « Un billet » répétait-il, d'un air consterné. « Un billet » Prompt comme l'éclair, Lecoq avait ramassé ce message et il le retournait triomphalement entre ses doigts. « J'avais bien dit, » murmurait-il, « que nos gens s'entendaient. » Cette joie du jeune policier devait changer en furie la stupeur du directeur. « Ah ! Mes détenus s'écrivent » s'écria-t-il, bégayant de colère. « Ah ! Mes surveillants font l'office de facteurs. Par le saint nom de Dieu, cela ne se passera pas ainsi. » Il se dirigeait vers la porte. Lecoq l'arrêta. « Qu'allez-vous faire, monsieur ?» dit-il. « Moi ? Je vais rassembler tous les employés de ma maison et leur déclarer qu'il y a un traître parmi eux et qu'il faut qu'on me le livre. Je veux faire un exemple. Et si d'ici 24 heures, le coupable n'est pas découvert, tout le personnel du dépôt sera renouvelé. » De nouveau, il voulut sortir, et le jeune policier, cette fois, dut presque employer la violence pour le retenir. « Du calme, monsieur, » lui disait-il. « Du calme, modérez-vous. Je veux punir. » « Je comprends cela, mais attendez d'avoir tout votre sang-froid. Il se peut que le coupable soit non un de vos gardiens, mais un de ces détenus dont vous utilisez la bonne volonté et qui aident tous les matins à la distribution. Et qu'importe ! Pardon, il importe beaucoup. Si vous faites du bruit, si vous dites un seul mot de ceci, jamais nous ne découvrirons la vérité. Le traître ne sera pas si fou que de se livrer, mais il sera assez sage pour ne plus recommencer. Sachons nous taire, dissimuler et attendre. Nous organiserons une surveillance sévère et nous prendrons le coquin sur le fait. » Si justes étaient ces objections que le directeur se rendit. « Soit, » soupira-t-il, « je patienterai. Mais voyons toujours ce que renferme cette mie de pain. » C'est à quoi le jeune policier ne voulut pas consentir. « J'ai prévenu M. Segmuller, » déclara-t-il, « qu'il y aurait sans doute du nouveau ce matin, et il doit m'attendre à son cabinet. C'est bien le moins que je lui réserve le plaisir de briser cette enveloppe. » Le directeur du dépôt eut un geste désolé. Ah, il eût donné bonne chose pour tenir cet incident secret. Mais il n'y fallait seulement pas penser. « Allons donc trouver le juge d'instruction, » dit-il. « Allons. » Ils partirent, et tout le long du chemin, Lecoq s'efforça de démontrer à ce digne fonctionnaire qu'il avait bien tort de s'affecter d'une circonstance qui était pour l'instruction un vrai coup de partie. S'était-il donc, jusqu'à ce moment, supposé plus habile que ses détenus ? Quelle illusion ! Est-ce que l'ingéniosité du prisonnier n'a pas toujours défié et ne défiera pas toujours la finesse du surveillant ? Mais ils arrivaient, et à leur vue, M. Segmuller et son greffier se levèrent d'un bond. Ils avaient lu, sur le visage du jeune policier, une grande nouvelle. « Qu'est-ce » demanda le juge d'un ton ému. Lecoq, pour toute réponse, déposa sur le bureau la précieuse mie de pain et un regard le paya de l'attention qu'il avait eue de ne la pas ouvrir. Elle contenait une petite boulette de ce mince papier qu'on appelle du papier pelure d'oignon. M. Segmuller le déplia et le lissa sur la paume de sa main. Mais dès qu'il y jeta les yeux, ses sourcils se froncèrent. « Ah ! Ce billet est écrit en chiffres, » fit-il en ébranlant son bureau d'un violent coup de poing. « Il fallait s'y attendre, » dit tranquillement le jeune policier. Il prit alors le billet des mains du juge, et à haute et intelligible voix, il énonça les nombres qui s'y trouvaient, tels qu'ils s'y trouvaient, séparés par des virgules. 235, 15, 3, 8, 25, 2, 16, 208, 5,
360, 4, 36, 19, 7, 14, 118, 84, 23, 9, 40, 11, 99. Et voilà, murmura le directeur, notre trouvaille ne nous apprendra rien. Pourquoi donc ? Fit le souriant greffier. Il n'est pas d'écriture de convention qu'on ne déchiffre avec un peu d'habitude et de patience. Il y a des gens dont c'est le métier. Parfaitement exact, approuva Lecoq. Et moi-même, autrefois, j'étais d'une assez jolie force à cet exercice. Quoi ? Demanda le juge. Vous espérez trouver la clé de ce billet ? Avec du temps, oui, monsieur. Il allait glisser le papier dans son gousset, mais M. Segmuller le pria de l'examiner et d'essayer au moins de se rendre compte de la difficulté du travail. « Oh, ce n'est guère la peine, dit-il. Ce n'est pas en ce moment qu'on peut juger. » Il fit ce qu'on lui demandait, cependant, et fit bien, car son visage s'éclaira presque aussitôt, et il se frappa le front en criant « J'ai trouvé !» Une même exclamation de surprise, peut-être aussi d'incrédulité, échappa au juge, au directeur et à Goguet. « Je le parierais, du moins, » ajouta prudemment Lecoq. Le prévenu et son complice ont, si je ne m'abuse, employé le système du double livre. Ce système est simple. Les correspondants conviennent tout d'abord de se servir d'un livre quelconque, et ils s'en procurent chacun un exemplaire de la même édition. Que fait alors celui qui veut donner de ses nouvelles ? Il ouvre le livre au hasard et commence par écrire le numéro de la page. Il n'a plus ensuite qu'à chercher dans cette page des mots qui traduisent sa pensée. Si le premier mot qu'il utilise est le 20e de la page, il écrit le chiffre 20, et il recommence à compter 1, 2, 3, jusqu'à ce qu'il trouve un mot qui lui convienne. Si ce mot arrive le 6e, il écrit le chiffre 6, et il continue jusqu'à ce qu'il ait ainsi traduit tout ce qu'il avait à dire. Vous voyez maintenant ce qu'a à faire le correspondant qui reçoit un tel billet. Il cherche la page indiquée, et pour chaque chiffre, il a un mot. Impossible d'être plus clair, approuva le juge. Si ce billet que je tiens là, poursuivit Lecoq, avait été échangé entre deux personnes libres, essayer de la traduire serait folie. Ce système si simple est le seul qui déjoue les efforts de la curiosité, parce qu'il n'est pas de pénétration capable de deviner le livre convenu. Mais ici, tel n'est pas le cas. May est prisonnier, et il n'a qu'un volume en sa possession, les chansons de Béranger. Allons chercher ce livre. Positivement, le directeur était enthousiasmé. « Je cours le quérir moi-même, » interrompit-il. Mais le jeune policier le retint d'un geste. « Et surtout, » lui recommanda-t-il, « prenez bien vos précautions, monsieur, pour que May ne s'aperçoive pas qu'on a touché à ses chansons. S'il est rentré de la promenade, faites-le ressortir sous un prétexte quelconque. Et, de plus, qu'il reste dehors tant que nous nous servirons de son chansonnier. »« Oh, fiez-vous à moi, » répondit le directeur. Il sortit, et telle fut sa hâte que, moins d'un quart d'heure plus tard, il reparaissait, agitant triomphalement un petit volume in 32. D'une main tremblante, le jeune policier l'ouvrit à la page 235 et commença à compter. Le 15e mot de la page était « je ». Le 3e après était le mot « lui ». Le 8e ensuite « est ». Le 25 « dit ». Le 2e « votre ». Le 16e « volonté ». Ainsi, avec ces 6 chiffres seulement, on trouvait un sens. Je lui ai dit votre volonté. Les 3 personnes qui assistaient à cette émouvante expérience ne purent s'empêcher d'applaudir. « Bravo, Lecoq !» dit le juge. « Je ne parierais plus 100 sous pour May, » pensa le greffier. Mais Lecoq comptait toujours, et bientôt, d'une voix que faisait trembler la vanité heureuse, il put donner la traduction du billet entier. Voici ce qu'on écrivait au prévenu. « Je lui ai dit votre volonté. Elle se résigne. Notre sécurité est assurée. Nous attendons vos ordres pour agir. Espoir. Courage. » Chapitre 33.
Quelle déception que ce laconique et obscur billet après cette grande fièvre d'anxiété qui avait tenu oppressés et haletants les témoins de cette scène. Chiffrée ou traduite, cette lettre n'était-elle pas une arme inutile aux mains de la prévention ? L'œil de M. Segmuller, que l'espoir avait fait étinceler, s'éteignit, et Goguet en revint à son opinion que le prévenu s'en tirerait peut-être. « Quel malheur !» prononça le directeur avec une nuance d'ironie. « Quel dommage que tant de peine et une si surprenante pénétration soient perdues !» Lecoq, dont la confiance semblait inaltérable, le regarda d'un air goguenard. « Vraiment, dit-il, monsieur le directeur trouve que j'ai perdu mon temps ? Tel n'est pas mon avis. Ce petit papier me semble établir assez victorieusement que si quelqu'un s'est abusé quant à l'identité du prévenu, ce n'est pas moi. Soit, M. Gévrol et moi avons été trompés par la vraisemblance. Nul n'est infaillible. En êtes-vous plus avancé ? Mais oui, monsieur. Comme à cette heure on sait bien qui n'est pas le prévenu, au lieu de me plaisanter et de me gêner, on m'aidera peut-être à découvrir qui il est. Le ton du jeune policier, son allusion à la mauvaise volonté qu'il avait rencontrée, blessèrent le directeur. Mais, précisément parce qu'il sentait le sang lui monter aux oreilles, il résolut de briser cette discussion avec un inférieur. « Vous avez raison, dit-il durement. Ce mai doit être quelque grand et illustre personnage. Seulement, cher monsieur Lecoq, car il y a un seulement, faites-moi le plaisir de m'expliquer comment ce personnage si important a pu disparaître sans que la police en ait été avisée. Un homme considérable, tel que vous le supposez, a d'ordinaire une famille, des parents, des amis, des protégés, des relations très étendues. Et de tout ce monde, personne n'aurait élevé la voix depuis plus de 3 semaines que mai est sous mes verrous. Allons, avouez-le, monsieur l'agent, vous n'aviez pas réfléchi à cela. » Le directeur venait de rencontrer la seule objection sérieuse qu'on pût opposer au système de la prévention. Mais Lecoq l'avait aperçue bien avant lui, et elle ne cessait de le préoccuper. Et il s'était mis l'esprit à la torture sans y trouver une réponse satisfaisante. Sans doute, il allait s'emporter, comme toujours quand on se sent touché à un défaut de cuirasse, mais M. Segmuller intervint. « Toutes ces récriminations, dit-il de sa voix calme, ne nous feront point faire un pas. Il serait plus sage de concerter le moyen de tirer parti de la situation. » Rappelé ainsi à la situation présente, le jeune policier sourit. Toutes ses rancunes s'évanouirent. « Le moyen est tout trouvé, fit-il. « Oh ? Et je le crois infaillible, monsieur, en raison de sa simplicité. Il consiste tout uniment à substituer une prose à celle de l'auteur de ce billet. Quoi de moins difficile, maintenant que j'ai la clé de la correspondance ? J'en serais quitte pour acheter un exemplaire des chansons de Béranger, mais, croyant s'adresser à son complice, répondra en toute sincérité. « Pardon, interrompit le directeur, comment vous répondra-t-il ? Ah, vous m'en demandez trop, messieurs. Je sais de quelle façon on lui fait tenir ses lettres, c'est déjà bien joli. Pour le reste, j'observerai, je chercherai, je verrai. » Goguet ne dissimula pas une grimace approbative. S'il eût eu 10 francs à exposer, il les eût pariés dans le jeu de Lecoq. « Pour commencer, poursuivit le jeune policier, je vais remplacer ce message par un autre de ma façon. Demain, à l'heure de la soupe, si le prévenu fait entendre son signal en musique, le père Absinthe lui lancera la chose par la fenêtre, pendant que moi, de mon observatoire, je guetterai l'effet. » Il était si ravi de sa conception qu'il se permit de sonner, et quand l'huissier se présenta, il lui remit une pièce de 10 sous en le priant de courir lui chercher un cahier de papier pelure d'oignon. Avec des pèlerins si rusés et si défiants, on ne doit négliger aucune précaution. Quand il fut en possession du papier, lequel était, en vérité, tout semblable à celui du billet, il s'assit à la table du greffier, et, s'armant du volume de Béranger, il se mit à composer sa fausse missive, en copiant autant que possible la forme des chiffres du mystérieux correspondant. Cette besogne ne lui prit pas 10 minutes. Craignant de commettre quelque bévue, il avait reproduit les termes de la lettre véritable,
se bornant à en altérer absolument le sens. Voici ce qu'il écrivait. « Je lui ai dit votre volonté. Elle ne se résigne pas. Notre sécurité est menacée. Nous attendons vos ordres. Je tremble. » Cela fait, il roula le papier comme l'autre et le remit dans la mie de pain en disant « Demain, nous saurons quelque chose. » Demain. Les 24 heures qui séparaient le jeune policier de l'instant décisif lui apparaissaient comme un siècle à traverser. À quels expédients se vouer pour hâter le vol tardif du temps? Il expliqua clairement et minutieusement au père Absinthe ce qu'il aurait à faire, et sûr d'avoir été compris, certain qu'il serait obéi, il regagna sa soupente. La soirée lui parut bien longue, et plus interminable la nuit, car il lui fut impossible de clore la paupière. Quand le jour se leva, il constata que son prisonnier était éveillé et assis sur le pied de son lit. Bientôt, il sauta à terre et arpenta sa cellule d'un pas saccadé. Il était fort agité, contre son ordinaire. Il gesticulait et, par intervalles, laissait échapper quelques paroles, toujours les mêmes. « Quelle croix, mon Dieu !» répétait-il. « Quelle croix !» Bon, pensait Lecoq, tu es inquiet, mon garçon, de ton billet quotidien que tu n'as pas reçu. Patience, patience, il va t'en arriver un de ma façon. Enfin, le jeune policier distingua au dehors le mouvement qui précède la distribution des victuailles. On allait, on venait, les sabots claquaient sur les dalles, les surveillants criaient. 11 heures sonnèrent à la vieille horloge fêlée, le prévenu commença sa chanson. « Diogène, sous ton manteau, libre et content. » Il n'acheva pas ce troisième vers. Le bruit léger de la boulette de mie de pain, tombant sur la dalle, l'avait arrêté court. Lecoq, la tête dans son trou, retenait son souffle et regardait de toutes les forces de son âme. Il ne perdit pas un mouvement de l'homme, pas un tressaillement, pas un battement de paupières. Mais s'était mis à regarder en l'air, du côté de la fenêtre, d'abord, puis tout autour de lui, comme s'il lui eût été impossible de s'expliquer l'arrivée de ce projectile. Ce n'est qu'après un petit bout de temps qu'il se décida à le ramasser. Il le garda dans le creux de la main, l'examina curieusement. Ses traits exprimaient une profonde surprise. On eût juré qu'il était intrigué au possible. Bientôt, cependant, un sourire monta à ses lèvres. Il eut un mouvement d'épaule qui pouvait s'interpréter ainsi. « Suis-je simple ?» Et d'un geste rapide, il brisa la mie de pain. La vue du papier roulé, menu, le rendit soucieux. « Ah, ça !» se disait Lecoq, tout désorienté. « Qu'est-ce que ces manières ?» Le prévenu avait ouvert le billet et regardait, les sourcils froncés, ces chiffres alignés qui semblaient ne rien lui dire. Mais voilà que, tout à coup, il se précipita contre la porte de sa cellule, l'ébranlant de coups de poing et criant « À moi, gardien, à moi !» Un surveillant accourut. Lecoq entendit ses pas dans le corridor. « Que voulez-vous » demanda-t-il à travers le guichet de la porte. « Je veux parler au juge. »« C'est bon, on le fera prévenir. »« Tout de suite. N'est-ce pas ? Je veux faire des révélations. » « On y va ?» Lecoq n'en écouta pas davantage. Il dégringola le roi d'escalier de la soupente et d'un pied fiévreux il courut au palais raconter à M. Segmuller ce qui se passait. « Qu'est-ce que cela signifie ?» pensait-il. « Touchons-nous donc au dénouement ? Ce qui est sûr, c'est que mon billet n'est pour rien dans la détermination du prévenu. Il ne pouvait le déchiffrer qu'avec le secours de son volume. Il n'y a pas touché. Donc, il ne l'a pas lu. » Non moins que le jeune policier, M. Segmuller fut stupéfait. Ils revinrent ensemble à la prison, en toute hâte, très inquiets, suivis du greffier, cette ombre inévitable du juge d'instruction. Ils atteignaient l'extrémité de la galerie quand ils rencontrèrent le directeur qui arrivait tout émoustillé par ce gros mot « révélation ». Le digne fonctionnaire voulait sans doute ouvrir un avis. Le juge lui coupa la parole. « Je sais tout, lui dit-il, et j'accours. »
Arrivé à l'étroit corridor des secrets, Lecoq pressa le pas pour devancer le juge d'instruction, le directeur et le greffier. Il se disait qu'en s'avançant sur la pointe du pied, il surprendrait peut-être le prévenu en train de déchiffrer le billet, et qu'en tout cas, il aurait le temps de jeter un coup d'œil sur l'intérieur de la cellule. Mais était assis devant sa table, la tête entre ses mains. Au grincement des verrous tirés de la propre main du directeur, il se leva en sursaut, arracha sa coiffure et se tint debout, respectueusement, attendant qu'on lui adressât la parole. « Vous m'avez fait appeler ?» lui demanda le juge. « Oui, monsieur. »« Vous avez, prétendez-vous, des révélations à faire ? » ?»« J'ai des choses importantes à vous dire. »« C'est bien, ces messieurs vont se retirer. » M. Segmuller se retournait déjà vers Lecoq et le directeur pour les prier de le laisser à ses fonctions, mais le prévenu, d'un mouvement de prostration, l'arrêta. « Ce n'est pas la peine, » prononça-t-il. « Je me trouverais très content, au contraire, de parler devant tout le monde. »« Parlez, alors. » Mais ne se fit pas répéter l'ordre. Il se mit en position, de 3/4, la poitrine gonflée, la tête en arrière, comme toujours, depuis le début de l'instruction, quand il se disposait à faire parade de son éloquence. « C'est pour vous dire, messieurs, commença-t-il, que je suis un très honnête homme. Le métier n'y fait rien, n'est-ce pas ? On peut être chez un montreur de curiosité pour le boniment et avoir du cœur et de l'honneur. Oh, faites-nous grâce de vos réflexions. Vous le voulez, monsieur ? Je veux bien. Alors, en 2 mots, voici un petit papier qu'on m'a jeté tout à l'heure. Il y a des numéros dessus qui doivent signifier quelque chose, mais j'ai eu beau chercher, je n'y ai vu que du feu. » Il tendit au juge, qui le prit, le billet chiffré par Lecoq, et ajouta : « Il était roulé dans une boulette de mie de pain. » La violence de ce coup inattendu, inouï, abasourdit manifestement tous les assistants. Mais le détenu, sans paraître remarquer l'effet produit, poursuivait. « Je calcule que celui qui m'a envoyé ça s'est trompé de fenêtre. Je sais bien que c'est très mal de dénoncer un camarade de prison, c'est lâche, et on risque de lui faire arriver de la peine, mais on est bien forcé d'être prudent quand on est, comme moi, accusé d'être un assassin et qu'on est sous le coup d'un grand désagrément. » Un geste horriblement significatif du tranchant de sa main sur son cou ne laissa pas de doute sur ce qu'il entendait par un désagrément. « Et pourtant, je suis innocent, » murmura-t-il. Le juge, le premier, avait ressaisi la libre disposition de toutes ses facultés. Il concentra en un regard toute la puissance de sa volonté, et, fixant le prévenu, « Vous mentez, dit-il lentement, c'est à vous que ce billet était destiné. À moi ? Je suis donc le plus grand des imbéciles, puisque je vous fais appeler pour vous le remettre ? À moi ? Pourquoi en ce cas ne l'ai-je pas gardé ? Qui savait ? Qui pouvait savoir que je l'avais reçu ? » Tout cela était dit avec une si merveilleuse apparence de bonne foi, l'œil de mai était si clair, l'intonation si juste, son raisonnement était si spécieux, que le directeur, troublé, se reprenait à douter. « Et si je vous prouvais que vous mentez, insista M. Segmuller, si je vous le démontrais, là, sur le champ ? Par exemple, vous seriez malin. Oh, monsieur, pardon, excusez, je voulais dire... » Mais le juge n'en était pas à se soucier d'une expression plus ou moins mesurée. Il fit signe à Mai de se taire et s'adressant à Lecoq, « Montrez au prévenu, monsieur l'agent, dit-il, que vous avez découvert la clé de sa correspondance. » Brusquement, le visage du prisonnier changea. « Ah ? C'est cet agent de police, fit-il d'une voix sourde, qui a trouvé cela. Ce même agent qui assure que je suis un gros seigneur. » Il toisa dédaigneusement le jeune policier et ajouta : « Si c'est ainsi, mon compte est réglé. Quand la police veut absolument qu'un homme soit coupable, elle prouve qu'il est coupable. C'est connu. Et quand un prisonnier ne reçoit pas de billet, un agent qui veut de l'avancement sait lui en adresser. » Il arrivait, ce soi-disant saltimbanque, à une expression de mépris si écrasant
que Lecoq, furieux, parut près de lui répondre. Il se contint, cependant, sur un signe du juge, et, prenant sur la table le volume de Béranger, il prouva au prévenu que chaque chiffre du billet correspondait à un mot de la page indiquée, et que tous ces mots formaient bien un sens. Cet accablant témoignage ne sembla pas embarrasser May. Après avoir admiré ce système de correspondance comme un enfant s'extasie devant un jouet nouveau, il déclara qu'il n'y avait que la police pour de telles machinations. Que faire en présence d'une telle obstination ? M. Segmuller n'eut pas même l'idée d'insister, et il se retira, suivi des personnes qui l'avaient accompagné. Jusqu'au cabinet du directeur, où il se rendit, il ne prononça pas une parole. Mais il se laissa tomber sur un fauteuil en disant « Il faut s'avouer vaincu. Cet homme restera ce qu'il est, une énigme. » « Mais pourquoi cette comédie qu'il vient de jouer ?» demanda le directeur. « Je ne me l'explique pas. » « Eh » répondit Lecoq, « ne voyez-vous donc pas qu'il a eu l'espoir de persuader au juge que le premier billet avait été fabriqué par moi, pour les besoins de l'opinion que je soutiens ? La tentative était hardie, mais l'importance du résultat devait le séduire. S'il eût réussi, j'étais déshonoré, et lui restait mais, sans conteste, pour tout le monde. Seulement, comment a-t-il pu savoir que j'avais saisi un billet et que je l'épiais de la soupente ? Voilà ce qui ne sera sans doute jamais expliqué. Le directeur et le jeune policier échangeaient des regards gros de soupçons. « pensait le directeur, pourquoi, en effet, le billet qui est tombé à mes pieds ne serait-il pas l'œuvre de ce gaillard si subtil ? Son ami absinthe a pu le servir pour le premier aussi bien que pour le second. Qui sait, se disait Lecoq, si ce brave directeur n'a pas tout confié à Gévrol. Avec cela, que mon jaloux général se serait fait un scrupule de me jouer un tour de sa façon. « Ah, c'est égal, s'écria Goguet. Il est bien fâcheux qu'une comédie si bien montée n'ait pas eu de succès. » Ce mot tira le juge de ses réflexions. « Une comédie indigne, prononça-t-il, et que je n'aurais jamais autorisée si la passion d'arriver à la vérité ne m'eût aveuglé. C'est porter atteinte à la majesté de la justice que de la rendre complice de si misérables supercheries. » Lecoq, à ces mots, devint blême, et une larme de rage brilla dans ses yeux. C'était le second affront depuis 1 heure. Après l'insulte du prévenu, l'outrage de la prévention. « J'ai échoué, pensa-t-il. On me désavoue. C'est dans l'ordre. Ah, si j'avais réussi. » Le dépit seul avait arraché à M. Segmuller ces dures paroles. Elles étaient dures, il les regretta et fit tout pour que Lecoq les oubliât. Car ils se revirent les jours qui suivirent cette malheureuse tentative, et chaque matin ils avaient une longue conférence, quand le jeune policier venait rendre compte de ses démarches. C'est que Lecoq cherchait toujours, avec une obstination que retrempaient d'incessants quolibets. Il cherchait, soutenu par une de ces rages froides qui entretiennent l'énergie durant des années. Mais le juge était absolument découragé. « C'est fini, disait-il. Tous les moyens d'investigation sont épuisés. Je me rends. Le prévenu ira en cour d'assises et sera acquitté ou condamné sous le nom de May. Je ne veux plus penser à cette affaire. » Il disait cela, mais les soucis, le noir chagrin d'un échec, des allusions parfois blessantes, l'anxiété d'un parti à prendre altérèrent sa santé, et il fut obligé de garder le lit. Il y avait 8 jours qu'il n'était sorti de chez lui, quand, un matin, il vit paraître Lecoq. « Vous le voyez, mon pauvre garçon, lui dit-il. Cet énigmatique meurtrier est fatal à ses juges d'instruction. Ah, il nous a joués, il sauvera sa personnalité. » « Peut-être, répondit le jeune policier. Il est un dernier moyen d'avoir le secret de cet homme. Il faut le faire évader. Chapitre 34. L'expédient suprême que préparait Lecoq n'était pas de son invention et n'avait rien de précisément neuf. De tout temps, la police a su, quand il le fallait, fermer les yeux et entrebâiller la porte d'un cachot. Fou, par exemple, bien fou et bien naïf,
Qui croit à ces favorables négligences et se laisse prendre à ce piège éblouissant de la liberté offerte? Tous les prisonniers ne sont pas, comme Lavalette, protégés par une royale connivence, niée jadis avec de grands serments, aujourd'hui prouvés. On compterait plutôt ceux qui, pareils à l'infortuné Georges d'Etchérony, ne sont lâchés que sous bénéfice d'inventaire, et sont repris dès qu'ils se sont acquittés de la tâche de dénonciateurs involontaires qu'on leur ménageait. Pauvre d'Etchérony, il croyait bien avoir trompé la vigilance de ses gardiens. Quand il reconnut son erreur et sa faute, il se tira un coup de pistolet au cœur. Hélas, il survécut assez à l'affreuse blessure pour entendre un des amis qu'il avait livré lui jeter cette injure qu'il ne méritait pas. Traître. Ce n'est cependant qu'à la dernière extrémité, très rarement, en des cas spéciaux, qu'on se décide à prêter secrètement la main à l'évasion d'un détenu. En somme, le moyen est dangereux. Si on y a recours, c'est qu'on espère en retirer quelque avantage important, comme de mettre la main sur une association de malfaiteurs. On capture un homme de la bande, il a la probité de son infamie, et refuse de nommer ses complices. Que faire ? Faut-il se résigner à le juger, à le condamner seul ? Eh non, mieux vaut laisser traîner à sa portée, par le plus grand des hasards, une lime qui lui permettra de scier ses barreaux, une corde qui lui facilitera l'escalade d'un mur. Il s'échappe, mais pareil au hanneton qui s'envole avec un fil à la patte, il traîne un bout de chaîne, une escouade d'observateurs subtils. Et au moment où il vante à ses associés qu'il a rejoints son audace et son bonheur, la compagnie se trouve prise d'un coup de filet. M. Segmuller savait tout cela, et bien d'autres choses encore. Et cependant, à la proposition de Lecoq, il se dressa sur son séant en disant « Êtes-vous fou ?»« Je ne le crois pas, monsieur. »« Faire évader le prévenu. »« Oui, » répondit froidement le jeune policier, « tel est bien mon projet. »« Une chimère. »« Pourquoi cela, monsieur ? Après l'assassinat des époux Chaboiseau à la chapelle Saint-Denis, on réussit à prendre les coupables. Il doit vous en souvenir. Mais un vol de 150 000 francs en espèces et en billets de banque avait été commis. Cette grosse somme ne se retrouvait pas, et les meurtriers refusaient obstinément de dire où ils l'avaient cachée. C'était la fortune pour eux s'ils échappaient au bourreau, mais les enfants des victimes étaient ruinés. C'est alors que M. Patrigent, le juge d'instruction, fut le premier, je ne dirais pas à conseiller, mais à laisser entendre qu'on pourrait bien se risquer et confier la clé des champs à un de ces misérables. On suivit son avis, et 3 jours plus tard, l'évadé était surpris dans une carrière de champignoniste, en train de déterrer le trésor. Je dis donc que notre prévenu... « Assez, interrompit M. Segmuller, je ne veux plus entendre parler de cette affaire. Je vous avais, ce me semble, défendu de me la rappeler. » Le jeune policier baissa la tête d'un petit air de soumission hypocrite. Mais il guignait le juge du coin de l'œil et remarquait bien son agitation. « Je puis me taire, pensait-il, sans crainte. Il y reviendra. » Il y revint, en effet, l'instant d'après. « Soit, fit-il. Je suppose votre homme hors de prison. Que faites-vous ? Moi, monsieur ? Je m'attache à lui comme la misère à un pauvre. Je ne le perds plus de vue. Je vis dans son ombre. Et vous vous imaginez qu'il ne s'apercevra pas de cette surveillance ? Je prendrai mes précautions. Un coup d'œil et un hasard, et il vous reconnaîtra. Non, monsieur, parce que je me déguiserai. Un agent de la sûreté qui n'est pas capable d'en remontrer au plus habile acteur pour se grimer n'est qu'un policier médiocre. Voici 1 an que je m'exerce à faire de mon visage et de ma personne ce que je veux. Et je puis être, à ma volonté, vieux ou jeune, brun ou blond, un homme comme il faut ou un affreux rôdeur de barrières. Je ne vous soupçonnais pas ce talent, monsieur Lecoq. Oh, je suis bien loin encore de la perfection que je rêve. J'ose, cependant, monsieur, prendre l'engagement de me présenter à vous, avant 3 jours, et de vous parler pendant 1 demi-heure sans que vous me reconnaissiez. M. Segmuller ne répliqua pas, et il parut clair à Lecoq qu'il présentait des objections avec l'espérance de les voir détruire plutôt qu'avec l'envie de les faire prévaloir. « Je crois, mon pauvre garçon, reprit le juge,
Que vous vous abusez étrangement. Nous avons été à même, vous et moi, d'apprécier la pénétration de ce mystérieux prévenu. Sa sagacité est étrange, n'est-ce pas? Si merveilleuse qu'elle passe l'imagination. Croyez-vous donc que cet homme si fort ne flairera pas votre piège grossier? Il devinera, allez, que si on lui laisse reconquérir sa liberté, ce ne peut être que pour l'utiliser contre lui. Je ne m'abuse pas, monsieur, mais devinera, je le sais. Eh bien, alors, monsieur, je me suis dit ceci. Une fois libre, cet homme se trouvera étrangement embarrassé de sa liberté. Il n'aura pas un sou, il n'a pas de métier. Que fera-t-il? De quoi vivra-t-il? Cependant, il faut manger. Il luttera bien pendant un certain temps, mais il se lassera de souffrir à la longue. Les jours où il n'aura ni un abri, ni un morceau de pain, il songera qu'il est riche. Ne cherchera-t-il pas à se rapprocher des siens? Si, évidemment. Il s'ingéniera à se procurer des secours, il tâchera de donner de ses nouvelles à ses amis. C'est là que je l'attends. Des mois se seront écoulés, nulle surveillance ne se sera révélée à lui. Il hasardera quelques démarches décisives, et moi, j'apparaîtrai, un mandat d'arrêt à la main. Et s'il fuit, s'il passe à l'étranger, je l'y suivrai. Une de mes tantes m'a laissé au pays une masure qui vaut 12 000 francs. Je la vendrai, et j'en mangerai le prix jusqu'au dernier sou, s'il le faut, à poursuivre une revanche. Cet homme m'a roulé comme un enfant, moi qui me croyais si fort. J'aurai mon tour. Et s'il allait vous glisser entre les doigts, vous échapper? Lecoq éclata de rire en homme sûr de soi. Qu'il essaie, fit-il. Je réponds de lui sur ma tête. Le malheur est que l'enthousiasme de Lecoq ne faisait que refroidir le juge. Décidément, monsieur l'agent, reprit-il, votre idée est bonne. Seulement, la justice, vous le comprenez, ne saurait se mêler de telles intrigues. Tout ce que je puis promettre, c'est mon approbation tacite. Rendez-vous donc à la préfecture, voyez vos supérieurs. D'un geste vraiment désespéré, le jeune policier interrompit M. Segmuller. Proposer une telle chose, s'écria-t-il, moi? Non seulement on me la refuserait, mais on me signifierait mon congé, si toutefois je ne suis pas déjà rayé du service de la sûreté. Vous? Lorsque vous vous êtes si bien conduit dans cette affaire? Hélas, monsieur, tel n'est pas l'avis de tout le monde. Les langues ont marché depuis 8 jours que vous êtes malade. Mes ennemis ont su tirer parti de la dernière comédie du mai. Ah oui, cet homme est habile. On dit à cette heure que c'est moi qui, dans un but d'avancement, ai imaginé tous les détails romanesques de cette affaire. On assure que seul j'ai soulevé cette question d'identité qui n'en est pas une. À entendre les gens du dépôt, j'aurais inventé une scène qui n'a pas eu lieu chez la Chupin, supposé des complices, suborné des témoins, fabriqué de fausses pièces de conviction. Enfin, écrit le premier billet aussi bien que le second, dupé le père Absinthe et mystifié le directeur. Diable, fit M. Segmuller, que dit-on de moi, en ce cas? Le rusé policier sut se donner la contenance la plus embarrassée. Dame, monsieur, répondit-il, on prétend que vous vous êtes laissé circonvenir par moi, que vous n'avez pas contrôlé mes preuves. Une fugitive rougeur empourpra le front de M. Segmuller. En un mot, fit-il, on estime que je suis votre dupe et un sot. Le souvenir de certains sourires sur son passage, diverses allusions qui lui étaient restées sur le cœur, le décidèrent. « Eh bien, je vous aiderai, monsieur Lecoq, s'écria-t-il. Oui, je veux que vous confondiez vos railleurs. Je vais me lever à l'instant et me rendre au palais avec vous. Je verrai monsieur le procureur général, je parlerai, j'agirai, je répondrai de vous. » La joie de Lecoq fut immense. Jamais, non, jamais, il n'eût osé se flatter d'obtenir un tel concours. Ah, M. Segmuller pouvait désormais lui demander de passer dans le feu pour lui. Il était prêt à s'y précipiter. Cependant, il fut assez prudent. Il eut assez d'empire sur soi pour garder sa physionomie soucieuse. Il est comme cela des victoires qu'il faut se garder de laisser soupçonner, sous peine d'en perdre à l'instant tout le bénéfice. Certes,
Le jeune policier n'avait rien avancé qui ne fût rigoureusement exact. Mais encore est-il des façons de présenter la vérité, et il avait déployé un peu trop d'habileté pour mettre le juge de moitié dans ses rancunes et s'en faire un auxiliaire intéressé. M. Segmuller, cependant, après le cri arraché à sa vanité adroitement blessée, après la première explosion de sa colère, revenait à son calme accoutumé. « Je suppose, dit-il à Lecoq, que vous avez réfléchi au stratagème à employer pour lâcher le prévenu sans que la connivence de l'administration éclate. »« Je n'y ai pas pensé une minute, monsieur, je l'avoue. À quoi bon, d'ailleurs ? Cet homme sait trop de quels soupçons et de quelle surveillance inquiète il est l'objet pour ne se pas tenir sur le qui-vive. Si ingénieusement que je m'y prenne pour lui ménager une occasion de filer, il reconnaîtra ma main et se défiera. Le plus court et le plus sûr est de lui laisser tout bonnement la porte ouverte. Peut-être avez-vous raison. Seulement, il est une précaution que je crois nécessaire, indispensable, qui me paraît une condition essentielle du succès. Le jeune policier paraissait chercher si péniblement ces mots que le juge crut devoir l'aider. « Voyons cette précaution, fit-il. Elle consisterait, monsieur, à donner l'ordre de transférer May dans une autre prison. Oh, n'importe laquelle, à votre choix. Pourquoi, s'il vous plaît ? Parce que, monsieur, je voudrais que durant les quelques jours qui précéderont son évasion, May fût mis dans l'impossibilité absolue de donner de ses nouvelles au dehors, de prévenir son insaisissable complice. » La proposition parut étrangement surprendre M. Segmuller. « Vous l'estimez donc mal gardé au dépôt ?» fit-il. « Oh, monsieur, je ne dis pas cela. Je suis même persuadé que depuis l'affaire du billet, le directeur a redoublé de vigilance. Mais enfin, ce mystérieux meurtrier avait des intelligences au dépôt. Nous en avons eu la preuve matérielle, évidente, irrécusable. Et de plus, il s'arrêta devant l'expression de sa pensée, comme tous ceux qui sentent bien que ce qu'ils vont dire paraîtra une énormité. « Et de plus, insista le juge intrigué, « eh bien, donc, monsieur, tenez, je serai complètement franc avec vous. Je trouve que Gévrol jouit au dépôt d'une liberté trop grande. Il y est comme chez lui. Il va, vient, monte, descend, sort et rentre, sans que personne jamais songe à lui demander ce qu'il fait, où il va, ce qu'il veut. Pour lui, pas de consigne, et il ferait voir au directeur, qui est un bien honnête homme, des étoiles en plein midi. Moi, je me défie de Gévrol. Oh, monsieur Lecoq. Oui, je le sais, l'accusation est téméraire, mais on n'est pas maître de ses pressentiments, et Gévrol m'inquiète. Le prévenu savait-il, oui ou non, que je l'observais du grenier et que j'avais surpris un premier billet ? Évidemment, oui. Sa dernière scène le démontre. Tel est mon avis. Comment donc a-t-il su cela ? Il ne l'a pas deviné, sans doute. Voici 8 jours que je me mets l'esprit à la torture pour trouver la solution de ce problème. J'y perds mes peines. L'intervention de Gévrol explique tout. M. Segmuller, à cette seule supposition, pâlit de colère. « Ah, si je pouvais croire cela !» s'écria-t-il. « Si j'étais sûr !»« Avez-vous quelques preuves ? Existe-t-il des indices ?» Le jeune policier hocha la tête. « J'aurais les mains pleines de preuves, répondit-il, que je ne sais trop si je les ouvrirais. Ne serait-ce pas me fermer tout avenir ? Je dois, si je réussis dans mon métier, m'attendre à bien d'autres trahisons. Toutes les professions n'ont-elles pas leur rivalité et leur haine ? Et notez, monsieur, que je n'attaque pas la probité de Gévrol. Pour 100 000 francs, écus comptant, sur table, il ne lâcherait pas un prévenu. Mais il déroberait 10 accusés à la justice, sur la seule espérance de me faire pièce, à moi, qui lui porte ombrage. » Que de choses ces quelques mots expliquaient, de combien d'énigmes restées obscures il donnait la clé. Mais le juge ne pouvait suivre le jeune policier sur ce terrain. « Il suffit, lui dit-il, passez dans le salon quelques instants. Je m'habille et je suis à vous. Je vais envoyer chercher une voiture. Il faut que je me hâte si je veux voir aujourd'hui monsieur le procureur général. » Soigneux d'ordinaire, jusqu'à la minutie, M. Segmuller ne mit pas, ce jour-là, un quart d'heure à sa toilette.
Bientôt il parut dans la pièce où Lecoq attendait, et d'un ton bref lui dit « Partons ». Ils allaient monter en voiture quand un domestique, dont la tenue correcte annonçait un serviteur de bonne maison, s'avança rapidement vers M. Segmuller. « Ah, c'est vous, Jean, dit le juge. Comment va votre maître ? De mieux en mieux, monsieur. Il m'envoyait prendre des nouvelles de monsieur et lui demander où en est l'affaire. Toujours au point que je lui disais dans ma lettre. Saluez-le de ma part et dites-lui que je suis rétabli. » Le domestique salua, Lecoq prit place près de son juge d'instruction et le fiacre se mit en route. « Ce garçon, reprit M. Segmuller, est le valet de chambre de d'Escorval. » Le juge qui... « Précisément, il me l'envoie tous les 2 ou 3 jours, afin de savoir ce que nous faisons de notre énigmatique mais. M. d'Escorval s'en préoccupe prodigieusement, et je le conçois, puisque c'est lui, en définitive, qui a ouvert l'information et qui la poursuivrait sans sa funeste chute. Peut-être regrette-t-il cette instruction et se dit-il qu'il l'eût mieux menée que moi. Nous nous entendrions bien, si c'était possible, car je donnerais bonne chose de le voir à ma place. » Mais cette substitution n'eût pas été du goût de Lecoq. « Ce n'est pas, pensait-il, ce terrible juge qui jamais eût consenti aux démarches que je viens d'obtenir de M. Segmuller. » Il avait grandement raison de se féliciter, car le juge ne se ménagea pas. Il était de ceux qui, longs à se décider, ne reviennent plus sur un parti pris et vont jusqu'au bout, sans détourner la tête. Ce jour-là même, le projet de Lecoq fut adopté en principe, sauf à convenir des détails et à régler le jour. Cette même après-midi, la veuve Chupin obtint sa liberté provisoire. Il n'y avait plus à s'inquiéter de Polyte. Traduit devant le tribunal correctionnel pour le vol où il se trouvait impliqué, il avait été, à sa grande surprise, condamné à 13 mois de prison. Désormais, M. Segmuller n'avait plus qu'à attendre, et ce lui fut d'autant plus aisé que les vacances de Pâques étaient arrivées. Il put aller chercher en province, près de sa famille, un peu de repos et de liberté d'esprit. Rentré à Paris, le dernier jour des vacances, le dimanche, il était resté chez lui. Quand on lui annonça un domestique, envoyé par le bureau de placement, pour remplacer le sien qu'il avait congédié. C'était un homme qui paraissait 40 ans, fort rouge de figure, ayant d'épais cheveux et de très gros favoris roux, plutôt grands que petits, de forte corpulence et roide sous ses vêtements coupés carrément. Il expliqua d'un ton posé et avec un accent normand des plus prononcés que depuis 20 ans il n'avait servi que des gens d'études, un médecin et un notaire, qu'il était au fait des habitudes du palais, qu'il savait épousseter des paperasses sans y mettre le désordre. Bref, il s'exprima si bien que, tout en se réservant 24 heures pour les informations, le juge tira de sa poche et lui tendit le louis du denier adieu. Mais l'homme, alors, changeant brusquement d'attitude et de voix, éclata de rire et dit « Monsieur le juge, croit-il encore qu'Eumet me reconnaîtra ?»« Monsieur Lecoq, fit le juge émerveillé. « Lui-même, monsieur, et je viens vous dire que si vous voulez bien mander May pour l'interroger, toutes les mesures seront prises pour son évasion. Ce sera demain, si vous le voulez bien. » Chapitre 35. Lorsqu'un juge d'instruction près le tribunal de la Seine veut interroger un prévenu consigné dans l'une des prisons, le dépôt excepté, puisqu'il communique directement avec le palais de justice, voici comment les choses se passent. Le juge remet à un huissier une ordonnance d'extraction dont la seule formule, impérative et concise, suffirait à donner une idée de la toute-puissance du magistrat instructeur. Il y est dit « Le gardien de la maison d'arrêt de remettra au porteur du présent ordre le nommé, prévenu de, pour le conduire devant nous en notre cabinet, au palais de justice, et le réintégrer ensuite à ladite maison d'arrêt. » Rien de plus, rien de moins, une signature, le sceau, et tout le monde s'empresse d'obéir. Mais du moment où il est nanti de cet ordre, jusqu'à l'instant de la réintégration, le directeur est relevé de sa responsabilité.
Advienne que pourra, il a le droit de s'en laver les mains. Aussi, que d'embarras pour le voyage du plus mince filou, que de cérémonie, que de précaution. On fait monter le détenu désigné dans une de ces lugubres voitures cellulaires qu'on peut voir stationner à la journée au quai de l'Horloge ou dans la cour de la Sainte-Chapelle, et on l'enferme solidement dans un des compartiments. Cette voiture le conduit au palais, et là, en attendant que vienne son tour d'être interrogé, on le dépose dans une des cellules de cette triste prison d'attente qu'on appelait autrefois la Souricière. C'est toujours dans l'enceinte même de la maison d'arrêt que le prévenu monte en voiture. Il en descend toujours dans une cour intérieure dont toutes les issues sont fermées et gardées. À la montée comme à la descente, le prisonnier est entouré de surveillants. En route, il est sous l'œil de plusieurs gardiens, placés les uns dans le couloir qui sépare les compartiments, les autres dans le cabriolet, près du conducteur. Enfin, des gardes de Paris à cheval escortent toujours la voiture. Aussi, les plus hardis et les plus habiles malfaiteurs reconnaissent-ils volontiers qu'il est à peu près impossible de s'échapper de cette geôle roulante pendant le trajet. Les statistiques de l'administration ne comptent que 30 tentatives d'évasion en 10 ans. De ces 30 tentatives, 25 étaient absolument ridicules. 4 furent découvertes avant que leurs auteurs eussent pu concevoir de sérieuses espérances. Une seule, celle de Gourdier, en plein jour, rue de Rivoli, faillit réussir. Il était à 50 pas de la voiture qui filait toujours quand un sergent de ville l'arrêta. C'est cependant sur toutes ces circonstances que reposait le plan de Lecoq pour l'évasion de mai. Ce plan d'une simplicité enfantine, ainsi qu'il l'avouait ingénument. Et il consistait à fermer imparfaitement, lors du départ de la maison d'arrêt, le compartiment de mai et à l'y oublier quand la voiture, après avoir versé à la Souricière son chargement de coquins, irait selon l'habitude attendre sur le quai l'heure du retour. Il y avait 100 à parier contre 1 que le prévenu se hâterait de profiter de cet oubli pour prendre la clé des champs. Tout fut donc préparé et combiné conformément aux intentions de Lecoq pour le jour qu'il avait indiqué, c'est-à-dire pour le premier lundi de la rentrée des vacances de Pâques. L'ordonnance d'extraction fut libellée et remise à un gardien-chef intelligent avec les plus minutieuses instructions. La voiture cellulaire désignée pour le transport du soi-disant saltimbanque devait arriver au palais vers midi seulement. Et cependant, dès 9 heures, flânait autour de la préfecture un de ces vieux gamins de Paris qui ferait presque croire à la fable de Vénus sortant des flots, tant il semble véritablement né de l'écume du ruisseau. Il était vêtu d'une méchante blouse de laine noire et d'un pantalon à carreaux trop large, retenu à la taille par une ceinture de cuir. Ses bottes trahissaient des courses enragées dans les boues de la banlieue. Sa casquette était ignoble, mais sa cravate de foulard rouge, prétentieusement nouée, ne pouvait être qu'un présent de l'amour. Il avait le teint blême, l'œil cerné, la mine louche, la barbe rare. Ses cheveux jaunâtres collés aux tempes étaient coupés carrément au-dessus de la nuque et rasés en dessous, comme pour épargner de la besogne au bourreau. À voir sa démarche, le balancement de ses hanches, le mouvement de ses épaules, à examiner sa façon de tenir une cigarette et de lancer un jet de salive entre ses dents, Polyte Chupin lui eût tendu la main comme à un ami, à un camaro, à un zig. On était au 14 avril, le temps était beau, l'atmosphère tiède, les cimes des marronniers des Tuileries verdoyaient à l'horizon. Ce garnement devait être content de vivre, heureux de ne rien faire. Il allait et venait, le long de ce quai de l'Horloge, que foulent, aux heures matinales, tant de pieds honteux, partageant son attention entre les passants et des tireurs de sable qui travaillaient sur la Seine. Parfois, il traversait la chaussée et allait dire quelques mots à un respectable et vieux monsieur à lunettes et à longue barbe, proprement mis, ganté de filoselle, qui avait toutes les allures d'un petit rentier et qui paraissait avoir, pour les boutiques d'opticiens, une curiosité particulière. De temps à autre, un agent de la sûreté passait, se rendant au rapport, et aussitôt le rentier ou le garnement courait à lui et demandait quelques renseignements en l'air. L'homme de la sûreté répondait et passait,
et alors les deux compères se rejoignaient en riant et disaient « Bon, voilà encore un tel qui ne nous remet pas ». Et ils avaient de bonnes raisons pour se réjouir, des motifs sérieux pour être fiers. De 12 ou 15 agents qu'ils accostèrent alternativement, pas un ne reconnut en eux 2 collègues, Lecoq et le père Absinthe. C'étaient bien eux, pourtant, armés et préparés pour cette chasse dont ils ne pouvaient prévoir les hasards, pour cette poursuite qui devait être mystérieuse et acharnée comme celle des sauvages. Dans l'esprit du jeune policier, cette audacieuse épreuve était décisive. Du moment où des compagnons de tous les jours, des gens accoutumés à flairer toutes les supercheries du costume, se laissaient prendre à son travestissement et à celui du père Absinthe, mais devait indubitablement y être pris. « Ah, je ne suis pas étonné qu'on ne me reconnaisse pas, » répétait le père Absinthe, « puisque je ne me reconnais pas moi-même. Il n'y avait que vous, monsieur Lecoq, pour me transformer en un rentier bénin, moi qui ai toujours eu l'air d'un gendarme déguisé. » Mais le temps des réflexions, utiles ou non, était passé. Le jeune policier venait d'apercevoir, sur le pont au change, une voiture cellulaire qui arrivait au grand trot. « Attention, vieux, dit-il à son compagnon, voici qu'on amène notre homme. Vite, à notre poste, rappelez-vous la consigne et ouvrez l'œil. » Près de là, sur le quai, était un chantier à demi entouré de planches. Le père Absinthe alla se poster devant une des affiches collées sur la clôture, et Lecoq, apercevant une pelle oubliée, s'en empara et se mit à remuer du sable. Ils firent bien de se hâter. La geôle roulante venait de tourner le quai. Elle passa devant les 2 agents de la sûreté et s'engouffra avec un grand bruit de ferraille sous la voûte qui conduisait à la souricière. Mais y était enfermé. Lecoq en eut la certitude en apercevant le gardien-chef assis dans le cabriolet. La voiture resta bien un gros quart d'heure dans la cour. Quand elle reparut, le conducteur, descendu de son siège, tirait ses chevaux par la bride. Il rangea le lourd véhicule tout contre le palais de justice, jeta une couverte sur les reins de ses bêtes, alluma une pipe et s'éloigna. Durant un bon moment, l'anxiété des 2 observateurs fut une véritable souffrance. Rien ne bougeait, rien ne remuait. Mais à la fin, la portière de la voiture s'entrebâilla doucement avec des précautions infinies, et une tête pâle et effarée se montra, la tête de Mai. D'un rapide regard, le prisonnier explora les environs. Personne ne passait. Alors, avec la prestesse et la précision du chat, il sauta à terre, referma sans bruit la portière et se mit à marcher dans la direction du pont au change.